on va quand même peut-être un peu parler de ton travail d'écrivain, puisque c'est quand même pour ça que tu étais là. Ouais. Donc tu as écrit ton premier roman de fantasy. Mhm. Rappelle-nous le Oui. titre. Gandaria, Soleil d'Ariman. Grandaria, Soleil d'Ahriman. Voilà. Alors c'est une oxymore hein, dans le titre, Ouais. Soleil d'Ariman, évidemment, c'est pas une erreur de débutant. On pourrait se dire, oui, mais Mhm. tu mets ensemble Soleil et Ahriman, Ahriman qui est un démon des ténèbres dans le zoroastrisme, Ouais. c'est volontaire, hein, c'est un choix, c'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que le monde est obscurci au niveau des cieux par une ténèbre qui se propage depuis qu'une cité a été rasée. Et le ciel donc est obscur et pour les gens c'est le soleil d'Ariman. Voilà. Alors qu'est-ce qui t'a amené à choisir le genre fantasy? C'est ton Euh, goût pour la spiritualité, pour les mythologies, les jeux de rôle, un peu de tout ça pour en les même temps? mythologies, les jeux de rôle, la spiritualité fait pour moi partie des repères symboliques, un petit peu comme les maçons, sauf que moi je suis pas dans un délire comme ça de rentrer dans une société, d'en faire société. Pour moi ça fait partie de l'imaginaire. Ça fait partie de la manière dont on regarde l'homme, le monde, l'histoire, etc. Et ce sont des positionnements qui sont pas du domaine du sacré, qui sont du domaine de la subjectivité beaucoup et de la construction subjective collective. L'inconscient collectif dont parlait Carl Jung. Je m'intéresse aux travaux de Durand sur le symbolisme, sur le mythe, voilà. Et je suis dans la perpétuation de la fabrication d'imaginaire à travers la reprise dans mon travail de certaines œuvres classiques de poésie arabe ou persane ou autres sources d'inspiration arabophone ou pas du tout d'ailleurs antérieures à l'arabité dans certaines régions du monde comme les Assyro-Babyloniens, les Acado-Sumériens, les Cananéens, les Égyptiens antiques. Voilà, je m'inspire de tout ce qui me vient de cette espèce de monde arabe en fait et de ce qu'il a connu aussi avant d'être ce qu'il est aujourd'hui. Et ça nourrit la réflexion d'une sorte d'uchronie en quelque sorte où les idées qui ont gagné ne sont pas les mêmes. Et du coup, ce que j'apporte, c'est quelque chose d'imaginatif. C'est pas quelque chose du registre de ce qu'on connaît. Voilà. Le débat est posé autrement parce que les éléments du débat ne sont pas les mêmes. Il y a une réflexion du combat de la lumière et des ténèbres qui est toute différente, étant donné que le dieu créateur, en fait, n'est dans Gandaria, c'est un démiurge qui est une sorte de monstre et que ce n'est pas le dieu premier à l'origine d'une existence dans l'univers. Il a juste enfermé la divinité première à l'intérieur de l'homme. Et l'homme puise son existence d'une immanence divine qui dépasse le créateur, qui est un type qui est là pour le torturer. C'est-à-dire, il y a une vision assez pessimiste en fait, qui est inspirée de la gnose et notamment de la gnose qu'on trouve dans l'Évangile de Judas et qui m'a guidé. Je me suis dit, et si on imaginait que on soit dans un monde dans lequel en fait Dieu est mal intentionné, il veut nous pourrir la vie. Oh bah, Et tu si sais, on était plus fort que ça, en fait, voilà. c'est pas très très neuf comme idée, hein. Oui, oui, Parce non, que l'idée du bon Dieu, c'est très très récent. tout à fait, ouais. Non, En mais c'est pour fait, ça que je reprends un classique de la gnose. si tu lis, bon déjà dans les religions antiques, dans les mythologies grecques ou les Ouais, dieux ne sont pas bons dans tu vois, dans la mythologie gréco-romaine. ouais, tout à fait, ouais. C'est Ouais. même plutôt des salopards les dieux et c'est comme ça qu'ils expliquent tous les malheurs du monde en fait quoi. Il y a un dieu pour la guerre, c'est comme ça. Il y a un dieu qui coule les bateaux. Bon, c'est une espèce de fatalisme en fait. Et même dans la religion juive, si Mhm. tu lis l'Ancien Testament, Mhm. c'est pas on n'est pas encore à un Dieu bienveillant. C'est-à-dire que, Ou alors on l'est c'est un plus. Dieu qui protège le peuple juif, certes, mais qui le punit aussi. Ouais. Et, mais par contre, il envoie les Juifs en guerre contre toutes les autres tribus. Donc ça reste encore un Dieu assez guerrier dans la Torah.
Et c'est qu'à partir du Nouveau Testament où là Jésus dit maintenant on va tendre l'autre joue, arrêter de lapider les femmes. Alors c'est là où mes travaux sur Internet ont du sens, c'est que je dis justement que non, en fait, ça date pas de Jésus. Jésus reprend un concept et le développe avec beaucoup de poésie autour du Père Céleste, qui est un concept d'un Dieu de progrès, d'un Dieu de lumière, d'un Dieu bienveillant, etc., qui est un concept zoroastrien au départ. Ça vient de Zarathustra. Donc il faut relire Zarathustra, les Gathas notamment. Il y a une édition très bien qui a été faite par Khosrow Kazai-Pardis. Moi je la recommande. Zoroastre présentait déjà un monde comme ça qui était en marche vers le progrès, où la divinité elle-même était en marche et progressait, évoluait et se perfectionnait, s'améliorait. C'est-à-dire la perfection n'était pas acquise et au départ, elle se construit au fur et à mesure. Et c'est à travers l'homme en fait, par l'immanence. C'est très intéressant aussi comme perspective. Je suis plus porté par ça, moi, c'est par cette démarche, en fait. Je suis assez zoroastrien, en fait. Ouais. D'accord. Bien, bah justement, alors dans ton roman, ce gros nuage noir qui envahit le ciel, enfin cette vague de ténèbres qui assombrit le ciel. Est-ce que c'est une métaphore de vagues d'obscurantisme qui ont pu arriver dans l'histoire ou même dans le présent? Voilà, je suis pas allé aussi loin, j'ai pas analysé. En fait, je me suis laissé Ok. porter par les symboles qui m'ont traversé et qui manifestent quelque chose qui est de l'ordre des profondeurs de mon âme. Donc, je peux pas te dire, mais oui, on pourrait avoir ce type de conversation, non pas en pensant que ce soit mon intention, mais Ouais. simplement en s'intéressant à ce sujet-là. Ça, c'est un sujet spécifique qui en soi peut être abordé. On verra bien, on verra bien. Il est trop tôt pour le dire. J'en suis qu'au premier tome de ma saga, donc il y a encore beaucoup de choses qui sont pas résolues. Et comment ça pourra être interprété plus tard, si ça intéresse des gens, bah tant mieux. Mais Ouais. il est trop tôt pour le dire. C'est encore en train de se créer en ce moment. Mais voilà, les bases sont posées. Moi, dans l'univers de Gandalf, je sais très bien ce que c'est, et je l'explique d'ailleurs dans le tome 2 qui arrive, là, qui est en train d'être écrit. Je fais ce que je peux pour qu'il arrive le plus vite possible. Simplement, j'ai beaucoup de travail parce que, voilà, je pense qu'il va être beaucoup plus long. Là, ça fait 180 pages écrits en gros caractères, Le Soleil d'Ariman. Mais La Tentation des Sables, ça va être 350 pages, écrit au même format que quand on achète un livre de poche. Et là, ça va être beaucoup plus. On va aller beaucoup plus loin, quoi. Et il y aura beaucoup plus de choses qui se passeront. Donc je peux pas trop en parler pour l'instant. Je préfère laisser les gens venir et découvrir ce que c'est cet empire oriental. Dans un monde lyrique, proche du conte, proche du théâtre, proche de la chanson de geste ou du roman philosophique, pour voir un petit peu ce qu'il y a dedans, euh, et puis se laisser pénétrer par les différentes propositions de de regard sur des éléments de vie, en fait. Notamment, il y a une réflexion sur la pudeur, il y a des choses à travers le regard de différents personnages qui opposent leur psychologie, qui opposent leur position, leur éducation, etc. Euh, voilà, mais c'est c'est pas des réponses moralisantes que je fais, c'est vraiment, mais la morale, je la réintroduis, on va dire, quand même. C'est important face à la barbarie de ramener la morale dans le débat, parce que la barbarie, c'est de rajouter le symbole au-dessus de la violence. On fait de la violence, on fait de la souffrance, et en plus on l'inscrit dans le symbole. Ça, pour moi, c'est le signe de la barbarie. Par rapport à ça, il y a un moment donné où on doit se dire pourquoi, et surtout, et au-delà du pourquoi, parce que ça a ses limites, c'est de ramener la morale et de dire oui mais non, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Et je pense qu'on en est là aujourd'hui, on est dans une humanité qui a besoin d'un certain self-control, quoi. Euh, le développement personnel comme le développement humain, le développement durable sont dans cette logique-là d'un monde avec un certain self-control. D'accord, très 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 bien. Euh, donc, tu fais un mix à la fois d'inspiration, enfin plutôt d'imagination spontanée,
Ouais. sans chercher forcément du sens partout, mais t'essayes Non. quand même de caser quelques messages philosophiques personnels Voilà, c'est dans ça. la tambouille, quoi. Il y a des personnages qui, je me suis attardé à faire dire aux personnages des manières, des philosophies de vie en fait, ou des relations à certaines pratiques inscrites dans leur société, pour aussi parler de des choix auxquels on peut être confronté, mais c'est des choix qui, moi, m'ont touché par le parcours que j'ai eu dans la vie, qui est assez spécial et en même temps complètement banal. Euh, voilà, mais oui, il y a un peu de philosophie dedans, ouais, c'est clair, et j'en suis pas mécontent. Je pense que j'avais des choses à dire, ouais. Est-ce que tu connais, je pense que oui, tout le monde connaît le cinéaste David Lynch, Ouais, bien sûr, qui a ouais. fait Sailor El Oula, Elephant Man, Et puis Dune, Dune. oui, et puis plein, enfin tout un tas de films, dont certains assez connus. Je sais pas si tu sais, mais ce type-là trouve son inspiration en faisant 3 heures de méditation par jour. Ce Mm, qui explique mm. que lui, il est vraiment dans une pure imagination instinctive, spontanée, sensible, et qui n'est pas réfléchie. Il a d'ailleurs fait des films qui sont des purs exercices oniriques qui ne racontent pas grand-chose. Ouais. Euh, Est-ce que tu as des méthodes d'inspiration similaires qui te viendraient, je sais pas, en faisant du yoga, en méditant, Non, moi j'ai non? juste besoin de ne rien faire, d'avoir du temps pour moi, voilà, d'être tranquille, d'être dans le calme. Et puis de temps en temps, il y a un moment donné où l'inspiration est là, je me lance, j'y vais. Mais c'est comme un processus, quoi. C'est-à-dire il y a quelque chose qui vous travaille, qui va prendre une forme, et puis cette forme va se clarifier. Et au moment où elle est vraiment au point, vous sentez l'énergie d'écrire, et voilà, quoi. Est-ce que tu t'inspires de tes rêves, comme le font beaucoup d'auteurs de fantasy? Ah oui, je me suis inspiré de mes rêves, ouais, et de mes cauchemars, et de mes cauchemars. Mes cauchemars m'ont beaucoup inspiré, ouais. Je le rappelle, c'est cruel, hein. Je le conseille pas aux enfants du tout, du tout, du tout. C'est un monde ravagé par la barbarie quand même. C'est un monde très beau, dans lequel il y a de la merveille, dans lequel il y a une expression poétique qui est réelle, mais c'est aussi un monde dans lequel il y a de la sauvagerie et des choses que je raconte qui sont de l'ordre de la souffrance intime, pas la mienne, hein, mais celle que par exemple peut connaître une femme euh, qui 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 n'est pas qui n'est pas honorée par les hommes, qui n'est pas honorée dans son statut. Il y a une Nachis qui rencontre des difficultés lourdes. Bon voilà, oui, je vais le dire, je spoil, mais il y a une scène de viol à l'intérieur de ce roman, donc ne le faites pas lire aux enfants, quoi. C'est pas fait pour. Alors, c'est adressé aux adultes. C'est-à-dire que pour moi, ça fait partie de ce qui m'inspire. Ce sont les blessures de vie, Oui, des blessures de vie qui sont bien réelles et donc qui touchent aussi à l'inconscient. c'est comme Game of Thrones, c'est fantasy interdite aux mineurs, quoi. Voilà, c'est ça. C'est à partir de 16 ans jusqu'à 99 ans, mais il y a au moins 16 ans pour lire ça, quoi. D'accord, bon, on dira que on prévient, c'est pas pour les enfants. Mm. Ouais, mais il y a beaucoup en fait de fantasy qui s'adressent pas aux mômes parce que c'est quand même un univers assez violent, barbare. Sachant que la fantasy s'inspire beaucoup de l'Antiquité. Oui, 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 bien sûr. L'Antiquité, c'était une époque un peu hardcore, quoi. Donc Puis il y a le médiéval et, fantastique. et du Moyen Âge aussi, ouais. Ouais. Bien sûr. Ça j'aime La beaucoup moi. fantasy, c'est beaucoup de médiéval fantastique européen, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et on pense un peu à l'antiquité grecque ou romaine, mais ou égyptienne même. Allez, allons jusque là, mais c'est plus pour un délire dans lequel on n'a pas cherché
à, à évoquer la société, la vie des gens. On a davantage travaillé sur le symbole, sur les mythes, sur les grands récits du Panthéon. Voilà, on s'est imaginé le fameux film là, comment ça s'appelle déjà, Gods of Egypt, qui est Mhm. tourné sur le mythe d'Horus. Mais bon, par rapport à la société égyptienne, il y a, enfin, c'est pas, on est dans l'onirique total, quoi. Donc, moi, je me suis intéressé à imaginer plutôt, oui, de situer l'action en Orient, mais de parler d'un point de vue plus humain que divin, voilà. Et tu t'amuses à mélanger les époques comme le fait Tolkien par exemple? Alors oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a des inspirations, comme je disais, assyro-babyloniennes, et puis il y a des inspirations de l'arabe d'avant l'islam, ouais, du sixième siècle. Il y a des inspirations de la culture persane, de l'Iran ancien. Il y a des inspirations mongoles. Il y a des éléments culturels mélangés, croisés, qui produisent quelque chose de nouveau par leur rencontre. Euh, voilà. C'est très vaste, hein. C'est difficile à dire, mais pour moi, c'est une sorte de lieu de rassemblement d'inconscients collectifs qui sont en gestation, parce que c'est des éléments de folklore dont on parle très peu, parce que justement on est concentré sur le Moyen Âge européen, sur l'Antiquité européenne, et finalement de ce côté-là il y a un désert qui s'est développé au fil des siècles C'est vrai. avec la religion, et qui a tué un peu la poésie. Et je voudrais qu'on fasse un peu de la poésie par rapport aux éléments culturels de ces parties du monde, du globe. Alors c'est vrai que la fantasy traditionnellement, ça fait souvent le grand écart entre l'Antiquité primaire, voire la préhistoire, jusqu'au Moyen Âge. Ouais, Par exemple, Tolkien avec ses hobbits vivent encore dans des cavernes comme les hommes préhistoriques, mais avec du mobilier médiéval à l'intérieur. ouais, Tu c'est vois. ça, il y a du confort. Et qu'est-ce que tu penses des auteurs, eux, qui élargissent ce grand écart jusqu'à l'époque contemporaine? Il y a encore des gens qui vivent dans des petits villages reculés, en pleine Ouais. campagne, dans des modes de vie très ruraux. Donc, on n'est plus dans le registre de la fantaisie, mais on a bien quelque chose comme ça. Moi, je pense que c'est intéressant. J'ai situé aussi l'action à la campagne, dans un petit coin reculé du monde. Je pense que c'est aussi là qu'on voit ce qu'est finalement cette société, ce que sont les gens, ce qu'est la culture, etc. Et ouais, ça a du sens de faire ça, de se tourner vers les petites gens qui vivent sans grands moyens, à l'écart. Euh, Maintenant, souvent les désordres viennent de là où il y a beaucoup plus de gens qui sont, on va dire, dans une certaine forme de promiscuité, quoi, les villes. Et c'est là où aussi il se passe le plus de choses intéressantes. Euh, c'est là où la civilisation naît, en quelque sorte, à Akkad et Sumer, euh, telle qu'on la connaît, la civilisation urbaine, la culture, la culture politique aussi, la culture religieuse naissent avec la ville. Et il y a des choses à dire par rapport à la à ces questions-là, de l'ordre de l'historique, quoi. On peut en parler de manière historique à travers de la fantaisie, sans prendre parti pour un storytelling par rapport à notre histoire, à notre vie, à notre contexte réel, quoi. Voilà. C'est-à-dire que il s'agit de se libérer de l'actualité, du poids, du jugement qu'on pourrait se porter les uns sur les autres si on traitait directement des uns ou des autres. Non, moi je traite pas des gens que j'ai dans la rue. Je traite de gens qui sont imaginaires, qui représentent un monde alternatif, et qui me permettent de dire des choses aussi sur les visions profondes que j'ai de ce qui me tient à cœur dans la vie, à moi. Et dedans, bien sûr, il y a des éléments de débat de société, mais je tape sur personne. Voilà.
J'ai pas l'intention de me faire connaître comme quelqu'un qui est un islamophobe, par exemple, même si je tiens des propos très clairs sur l'islam dans les vidéos que je fais sur YouTube. Euh, mais pour moi, c'est pas c'est des opinions personnelles que je partage. C'est pas, je veux pas faire buzzer ou faire tout un discours là-dessus sur le terrain médiatique. C'est pas ça le but. Moi, ce qui m'intéresse, c'est artistiquement qu'est-ce qu'on peut faire et puis qu'est-ce qu'on peut faire qui donne du sens. Voilà. Est-ce qu'on peut donner du sens à travers l'art? Est-ce qu'on peut donner du sens au-delà des débats qu'on a? J'en reviens là, quoi. Gandaria, c'est avant tout une saga autour d'un personnage onirique qui apparaît un petit peu tard dans le récit parce que c'est un coup de théâtre en quelque sorte qui se prépare dans la première partie du livre. Et ce type-là, il est entouré par le fantastique. Il a été, c'est Aracil, il a été élevé par des oiseaux géants, les simurgues, qui sont un classique de la poésie persane. Qui sont des grands oiseaux chatoyants, multicolores, et qui sont dans l'inconscient persan l'allégorie du divin présent parmi les espèces. Et en particulier, au milieu des oiseaux, le simurgue est le représentant de la figure royale, de la figure même impériale. Donc c'est tout un symbole sur l'élévation et sur la condition de la toute-puissance à travers un être fantasmagorique. Et c'est de cette espèce-là qui a les clés de la divinité que le personnage va partir comme un ingénu qui n'a pas été élevé parmi les hommes. C'est un peu un Tarzan moderne en quelque sorte, quoi. Voilà, je spoil un peu, mais c'est dans la première partie du livre, donc je t'entends plus. Je te laissais finir. Voilà. Tu m'as dit tout à l'heure que tu trouves que la fantaisie, on va dire occidentale, manque d'ouverture d'esprit et ne s'intéresse pas assez aux mythologies orientales ou africaines. Oui, tout à fait. Contrairement aux Japonais qui, eux, font beaucoup de fantaisie aussi, mais qui s'inspirent, eux, beaucoup de l'Europe. Oui, tout à fait. Moi, je me suis intéressé à Sundiata Keita, notamment avec les premiers écrits en faveur de la fin de l'esclavage en Afrique, tenus par l'Empire du Mali. Donc c'est des choses comme ça qui m'ont attiré. Je me suis dit voilà, il y a des éléments d'histoire et des éléments de culture qui représentent la culture globale et les différents filtres de perception de l'histoire. On n'est pas les seuls à écrire de l'histoire en Europe. Et on a plein d'éléments qu'on connaît archéologiquement mais qu'on n'utilise pas pour construire du sens parce que on estime que c'est trop loin de nous. Bon, mais en même temps, on tourne un peu en rond, je trouve, avec notre façon ethnocentrée de regarder la culture. Et j'essaie de faire quelque chose de différent. Qu'est-ce que tu penses du sous-genre qu'on appelle science fantasy, c'est-à-dire faire ressurgir des mythologies dans un univers de science-fiction? Ouais, alors ça ou alors on peut dire du space opéra un peu, c'est ça que tu veux dire? Bah, Star Wars, c'est l'exemple le plus opéra. connu, mais il y en a d'autres Ouais, dans la littérature. Il y en avait oui, beaucoup, Dune. notamment dans les dessins animés des années 80. Il y avait beaucoup de science fantasy quand j'étais môme Hmm. dans les dessins animés Bah, de la téloche, quoi. Dune, c'est ça, hein, clairement, puisque c'est la magie qui régit le Oui, voyage dans l'espace. Hein, donc, Dune par exemple, ouais. Dune, c'est un très bon exemple. Moi, ça m'a beaucoup inspiré. J'ai adoré la série télévisée qui a été faite sur Dune en 6 épisodes là, avec les enfants de Dune dans les années 2000-2005. C'était merveilleux pour moi. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Hein. Mais euh, j'ai beaucoup de mal à situer l'action dans un registre de futur scientifique avec des planètes, etc. Je suis pas trop allé dans tout ça, même si j'ai tendance à considérer que Gandaria c'est un peu un, un- une planète qui vit avec son écosystème dans un multivers, si tu veux. Mhm. Voilà, je suis pas parti sur l'idée d'une civilisation pluriplanétaire. Je suis parti dans l'idée d'une civilisation archaïque, au contraire, dans un monde du multivers. Ouais.
Parce que plus on se rapproche d'une société, pour moi, de petite taille, de petite dimension, c'est déjà un empire, hein, c'est déjà pas mal. Plus on va pouvoir parler des enjeux les plus simples, en fait, des questions les plus simples et parfois les plus fondamentales. Je saurais pas reporter ça dans un monde où la technologie est partout, où déjà il faut vachement bien comprendre l'univers et sa structure et ses lois comme le trou noir, etc. pour pouvoir tenir un discours cohérent avec ce qu'on sait et pas se passer pour un voilà. La science-fiction est devenue aussi difficile que le roman historique en fait. C'est très compliqué, donc j'ai évité de m'aventurer là-dedans. Mhm. Ouais, donc t'es pas trop branché Flash Gordon et ce genre de référence, quoi. Ouais, pas tellement, non. J'ai pas tellement mis les pieds là-dedans, mais après j'ai lu les Ou robots d'Asimov Jodorowsky, ou là, des choses comme ça, tu vois. Oui, Jodorowsky, les métabarons, j'adore. Non, mais je trouve ça génial. sa BD L'Incal, c'est quand même en science fantasy, c'est ce que j'ai lu de mieux, quoi. Ah ouais, ouais. Il a explosé Star Wars. Bah, Euh, on parlait du jeu de rôle tout à l'heure. et Moi, j'ai après, c'est pour masterisé. adultes. C'est Voilà, pour adultes, il y a du gore, il y a du cul. j'ai masterisé justement dans l'univers des métabarons de Jodorowsky à titre privé avec des amis des histoires où on refaisait le monde en quelque sorte à partir de ce que Jodorowsky avait introduit et puis on a fait un petit peu notre tambouille. Mais c'est son travail à lui, tout le mérite lui revient, c'est sûr, et c'est très riche effectivement. Et il y a de la critique sociale, il y a beaucoup de choses dedans. Quand on voit Suicide Alley par exemple dans l'Incal, typiquement là on est face à la critique, à une critique qui nous touche tous. On y voit des travers humains comme la télé-réalité. Évidemment, on peut pas passer à côté de ça. On voit les types qui se mettent à la fenêtre pour tirer sur les pauvres types qui ont décidé de se jeter de suicide allé pour qu'ils meurent avant d'avoir atteint le fond de la cité Puy. On se dit mais qu'est-ce que c'est que cette société? Qui sont ces gens quoi? Mais en même temps, on y retrouve un peu notre voyeurisme télévisuel quoi. C'est évident. Mais à travers la fantaisie, on s'observe nous-mêmes. C'est un miroir en fait. Bah, je pense que toute fiction est inspirée de la réalité. Ouais, ouais. Parce que tous ces mondes imaginaires sont en fait inspirés de choses qui ont existé. Alors, Ouais, le qui fait sont le d'aller fruit d'une taper expérience. dans les mythologies antiques pas très connues, ça permet d'apporter un effet de surprise parce que tu amènes les gens dans un univers qu'ils ne connaissent pas. Mm, Mais que toi tu mm, connais puisque tu l'as étudié d'abord. Hein, mm. avant Tolkien, la mythologie scandinave, c'était très peu. Il n'y a que les spécialistes qui allaient trouver des vieux chants dans les bibliothèques, parce qu'il restait très peu de traces de la mythologie scandinave. Donc Tolkien, qui était un rat de bibliothèque, a passé des années à étudier ces mythes-là, à partir de pas grand-chose en plus. Donc il amène le lecteur dans un univers qui lui est inconnu, alors que toi, auteur qui a étudié les mythes, tu le connais très bien cet univers. Ça, c'est une manière de Mm. mettre une claque et après de pouvoir parler finalement de problématiques beaucoup plus contemporaines. Ouais, on peut voir ça comme ça. C'est une partie du travail, quoi. Après, on n'est pas obligé d'aller aussi loin pour faire ça, mais ouais, moi, pour moi, ça a été important d'aller creuser jusqu'au bout et de me dire, est-ce que je peux pas apporter une petite pierre à un édifice? Et cet Oui, édifice, pour moi, c'est la culture humaine contemporaine. Voilà. Après, le truc, c'est qu'elle est un peu, elle est un peu, comment dire, monopolisée ou tu pas monopolisée, mais jugulée par le marché. Elle est jugulée par le marché. Et cette façon-là de fonctionner fait que on produit de la culture pour répondre à certaines attentes. Et bon, moi j'ai pas écrit pour répondre, j'ai écrit pour questionner en fait. bien. Donc tu n'écris pas pour questionner, c'est-à-dire.
Non, j'écris pour questionner, Ah j'écris oui, pas pour ok, pardon, j'ai répondre à mal des compris. problématiques sociétales, vraiment. Voilà, j'ai pas l'intention de dire comment il faudrait vivre en fait. Hein. J'ai pas cette Hmm. prétention-là. Donc, du coup, à travers les réponses de mes personnages, je questionne le lecteur sur lui-même. Ouais, non, C'est ce que je juste voulais ça. dire, Ça va pas plus loin. ce que je voulais dire, c'est que je prenais l'exemple de Tolkien, c'est-à-dire il crée son petit monde imaginaire en s'inspirant de vieilles mythologies. Mais Hmm. après, le Seigneur des Anneaux, ça reste un prétexte à parler de politique surtout et un peu de spiritualité avec. Donc c'est quand même, il aborde les problématiques relatives à son vécu, c'est-à-dire notamment la Seconde Guerre mondiale, Hmm. aussi Hmm. la colonie, l'esclavage. Enfin bon, on est toujours inspiré de son vécu. Donc bon, je suppose que toi tu fais un peu pareil. Tu vas piocher dans les mythologies orientales, mais c'est prétexte à relater ton expérience de la vie, quoi. Ton expérience Ben du oui. relationnel, de la religion. Après, je parle. Excuse-moi. Hmm. Désolé. Pas grave. Je parle de choses qui sont graves, j'en suis conscient. Donc, je peux pas dire que ça fasse partie de ma vie. Vraiment, euh, c'est, c'est, euh, c'est. Moi, je suis très affecté par ce que je vois dans les différents médias, Internet, à la télévision. Et je suis un spectateur assez effrayé par tout ça. Et je pense que euh, en soi, ce qu'on est en train de faire tous ensemble là, avec la guerre, avec toutes ces choses, c'est déjà quelque chose sur lequel on peut se dire bon, je sais pas comment t'expliquer ça en fait. Euh, c'est c'est un sujet qui peut aussi traumatiser l'individu, si tu veux. Voilà. Quand tu es face à ton écran et que tu prends des images de bombardement à Alep ou je sais pas quoi, au bout d'un moment, tu peux en être altéré. Tu peux finir par développer une certaine appréhension, un certain sentiment de peur. Et je pense qu'on est beaucoup piégé par ça. Moi, je passe beaucoup de temps à ne rien faire, à être dans le calme. Et quand je suis en société, je suis avec des gens que j'apprécie et j'ai pas, je suis plus pollué par tout ça, si tu veux. Voilà. Il y a une forme d'ascétisme dans mon mode de vie, mais qui se veut pour développer la bienveillance aussi et pour rester dans la bienveillance. Ouais, donc tu penses que c'est s'empoisonner la tête en fait à voir défiler les malheurs du monde dans la presse et les Je, médias, quoi. je crois qu'on a tous besoin de prendre un peu de recul. On n'a pas beaucoup de temps, simplement. On manque de temps. Il y a le travail, il y a la famille, il y a les tâches ménagères et du coup, on va pas assez loin. Et c'est bien d'avoir. J'essaye de faire partie des gens qui prennent le temps de creuser les questions jusqu'au bout et d'en ressortir de la matière pour produire quelque chose de nouveau et de positif.